Bonjour, on va continuer le cours sur la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire. C'est la troisième séquence de ce cours. Après avoir vu une introduction générale sur la spectroscopie RMN, nous avons vu le principe et les théories élémentaires de la résonance magnétique nucléaire. Nous avons vu les conditions pour avoir la résonance. Et puis nous avons décrit d'une manière assez brève l'appareillage utilisé pour l'enregistrement des spectres RMN. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle notion, c'est la notion de déplacement chimique. Alors je rappelle que dans les conditions de résonance, il faut que la fréquence de précession soit égale à la fréquence appliquée pour faire transiter les protons de niveau alpha au niveau bêta. Quand cette condition est réalisée, on assiste au phénomène de résonance. Mais le champ en fait appliqué pour produire cette résonance, pour le noyau considéré, n'est pas exactement celui ressenti par le noyau, parce qu'il se trouve affecté par la présence des électrons. Alors en réalité, H0 est la valeur de champ magnétique appliquée par l'électroaimant ou la bobine émettrice de radiofréquence pour produire la résonance, mais H0 est en réalité la valeur de champ local subi par le noyau, c'est-à-dire le champ réellement senti par le noyau. En effet, parce que vous avez les électrons qui gravitent autour de protons étudiés, et du fait de la circulation de ces électrons autour du noyau, ils créent un champ magnétique local qui va s'opposer au champ H0 appliqué. C'est la loi de Lenz. Alors, un noyau est toujours accompagné de son cortège électronique, et lorsqu'on place le proton dans un champ H0, il y a un champ local induit qui tend à s'opposer aux effets qui l'ont créé. C'est la loi de Lenz. Ce champ est évidemment créé par la circulation des électrons. Alors, cette induction fait abaisser l'intensité de champ appliqué. Donc, si on revient à l'expression de la fréquence de Larmor, qu'on a démontré dans les séquences précédentes, nous avons la condition de résonance est égale H nu 0 qui est égal à gamma H de pi H0. Mais H0, c'est par le champ appliqué qui se trouve diminué par par la création des électrons présents d'un courant induit. En fait, on démontre que ce courant induit est proportionnel à l'intensité de champ appliqué. Avec une constante sigma i, cette sigma n'est que la constante d'écran, qu'on appelle la constante d'écran. Alors, cette constante d'écran dépend de la densité électronique autour du noyau. Donc, sigma dépend de la densité électronique autour du noyau. Alors, nous pouvons écrire que le champ local ressenti est égal à H0, 1 moins sigma i pour un proton donné. Donc, on peut, la fréquence de Larmor, l'exprimer en fonction de, pour le proton i, de la façon suivante, gamma i égale, nu i est égal gamma hi sur 2pi. Hi étant le champ ressenti par le noyau étudié. Donc la relation de Larmor devient nu i est égal gamma h0 sur 2pi 1 moins sigma i. Donc on fait intervenir la constante d'écran. Alors, pour chaque catégorie de protons, on a un sigma i. Si les protons ont un même environnement chimique, c'est-à-dire ils ont la même constante d'écran, on dit que ces noyaux sont magnétiquement équivalents ou isochrones. Si les protons ont
des environnements différents, ils ont des constantes d'écran différentes. Et on dit que les noyaux sont magnétiquement différents ou anisochrones. On va prendre un exemple. Si on considère cette molécule-là, vous avez ici un groupement méthyle, CH3. Vous avez un groupement méthyline et un autre groupement CH3. Mais ce CH3 est différent de celui-là parce qu'ils n'ont pas le même environnement. Alors les trois H, les trois protons sont isochrones, sont magnétiquement équivalents parce qu'ils sont portés par le même carbone. On ne peut pas discerner entre ces protons-là parce qu'il y a la libre rotation ici et on ne peut pas les discerner, ils sont équivalents. Même chose pour celle-là. Mais la position, l'environnement global de ce type de proton est différent de celui-là parce que ces protons-là de ce premier méthyle sont à proximité du groupement CO, alors que l'autre méthyle est à proximité d'un groupement CH2. Donc, ils ont des environnements différents, des voisins différents. Donc, par ailleurs, ils ont un comportement différent dans la résonance magnétique nucléaire protonique. Alors, si on dénombre le nombre de types de protons, dans ce cas-là, on a trois catégories. Une première catégorie de protons, une deuxième catégorie de protons, puis une troisième catégorie de protons. Et en éléments, le nombre de catégories de protons est égal au nombre de signaux. Alors il faut retenir ça, c'est très important. Le nombre de types de protons est égal au nombre de signaux présents en éléments. Chaque catégorie de protons donne un signal différent. Alors donc, ils ont des déplacements chimiques différents. On va expliciter davantage la notion de déplacement chimique. Alors, noyaux magnétiquement équivalents, isochrones, c'est-à-dire ils ont le même environnement électronique, c'est-à-dire la même constante d'écran. Donc, ils résonnent à la même fréquence. Si les protons sont magnétiquement équivalents, on dit qu'ils sont isochrones, ils résonnent à des fréquences identiques et donc ils ont un déplacement chimique identique. Si les noyaux sont magnétiquement différents ou anisochrones, ça veut dire que leur constante d'écran est différente et alors ils résonnent à des fréquences différentes. Donc, si je résume, le nombre de types de protons est égal au nombre de fréquences de résonance est égal au nombre de signaux présents en élément. Exemple, on s'attend dans ce cas-là à trois pics, trois types de protons. On va voir l'emplacement de ces protons-là dans une échelle de fréquence ou de déplacement chimique. Alors, un autre exemple, si par exemple je prends cette molécule-là, vous avez C, brome, chlore et deux hydrogènes. Est-ce qu'on peut dire que ces protons sont équivalents ou ne sont pas équivalents? Est-ce qu'ils sont isochrones ou anisochrones? Alors, CH4, c'est une structure tétraédrique, donc la distance entre l'angle, c'est 109 degrés à peu près, ils sont hybridés en sp3, mais si je les présente dans l'espace, on peut faire passer un plan, ici, et les hydrogènes, les deux protons se trouvent de part et d'autre à la même distance. Donc ils sont magnétiquement équivalents, on va obtenir un seul signal. Si je prends l'autre exemple de cette molécule-là, avec un groupement cyanure, avec trois protons, alors nous avons la même chose, c'est une hybridation de ce carbone qui est sp3, donc les trois hydrogènes, les trois protons se trouvent à la même distance, donc ils sont magnétiquement équivalents. Même chose pour cette molécule-là, où nous avons un noyau aromatique avec deux azotes.
Alors les deux hydrogènes, il y a un, il y a deux plans de symétrie, il y a ce plan-là et ce plan-là. Et donc les protons se trouvent à la même distance de ces axes de symétrie. On dit que les quatre protons sont isochrones. Alors que non, ici nous avons une anisochronie. Les protons n'ont pas le même environnement. D'ailleurs, nous avons CH3. Les trois protons sont identiques, sont isochrones, ils ont le même environnement, alors que OH le proton lié à OH a une position différente, un environnement différent, et de ce fait-là, on aura deux signaux. Ici, nous avons un signal, ici, nous avons un signal, ici, à nouveau un signal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le nombre de types de protons est égal au nombre de signaux en éléments. Retenez bien cette idée-là. On va d'ailleurs faire un TD pour bien illustrer ceci et pour ne pas avoir par la suite des confusions. Alors, le déplacement chimique, la notion de déplacement chimique, afin de repérer dans la pratique les déplacements chimiques, on a choisi une référence, conventionnément une substance de référence. Il faut choisir une échelle. Alors, cette échelle, on a pris comme produit de référence le tétraméthylsilane. C'est une molécule de silicium à laquelle est attaché trois groupements méthyl, qu'on appelle en abrégé TMS, le tétraméthylsilane. Je dois l'écrire tétraméthylsilane. Le TMS résonne à des champs H0 les plus intenses que les autres protons organiques. Alors, quand on travaille avec les composés organiques, on a choisi le TMS, c'est celui qui a le champ le plus fort dans le déplacement chimique. Alors, on l'a utilisé comme point de départ, comme le zéro. Donc, zéro, l'échelle commence par la résonance, la fréquence de résonance de SiCH3 qu'on a pris comme référence. Alors, je répète, je ne l'ai pas écrit dans le texte, mais je répète le tétraméthylsilane. Le tétraméthylsilane connote le TMS, tétraméthylsilane. Je pense qu'on aura l'occasion de le revoir en TD. Définition. Donc, on appelle déplacement chimique la valeur de champ appliquée correspondant à la résonance du proton par rapport au TMS pris comme valeur zéro. C'est-à-dire, on situe la résonance des autres protons toujours par rapport à TMS. Alors, on va donner un exemple. Voilà, la tétraméthylsilane, c'est ça. Tétraméthylsilane, formule développée. Alors, il a là il sort à des fréquences à un champ très fort. Cas de proton, la référence est le tétraméthylsilane. Voilà, il est écrit là, le tétraméthylsilane. Il est soluble dans les solvants organiques, inerte chimiquement, il ne réagit pas. Il a 12 protons magnétiquement équivalents. Alors ici, vous avez les 4 méthyls qui sont équivalents, ils ont la même position, et chaque groupement méthyl, contient 3 protons. Donc 3 fois 4, c'est 12. Donc on l'utilise comme référence. Alors voilà, je vais essayer de, voilà, on l'utilise, voilà, toujours on le met ici, le 0. Et tous les autres protons sont repérés par rapport à cette valeur, c'est le point de départ, le TMS. Alors je reviens à la notion pour introduire les constants d'écran. On introduit une échelle de notation, le déplacement chimique qu'on note delta. Alors delta, on le définit par la constante d'écran du point de référence moins la constante d'écran de protons étudiés. Alors on peut expliciter ça pour le produit de référence, on peut l'écrire selon la formule précédente de Larmor
H0 moins sigma de référence H0. Donc on peut extraire sigma de référence chez H0 moins H de référence sur H0. On développe cette partie-là, calcul, on fait sortir le sigma de référence, on écrit de cette façon. Pour le proton I étudié, on peut expliciter de la même façon. H0 moins sigma I H0. Donc sigma I, c'est HI H0 moins HI sur H0. Alors on définit le déplacement chimique delta I, c'est HI moins H de référence, parce qu'on a pris le H de référence comme 0, sur H0. Alors si on remplace HI par la fréquence, nu I est égal gamma HI sur 2pi, on aura finalement delta I est égal la fréquence de résonance de proton I moins la fréquence de résonance de la référence sur nu 0. En général, nu de référence, on la prend comme 0. Voilà la définition de déplacement chimique, c'est-à-dire la fréquence de résonance de produit I moins la fréquence de résonance de produit de référence sur la fréquence initiale, nu 0. Alors voilà, delta I, quand on fait ce calcul, delta I est de l'ordre de millionième. Par commodité, on exprime le déplacement chimique en ppm. On dit partie par million. Delta, partie par million, parce que ce rapport-là, on a une puissance de 10 puissance 6, et qui est sans dimension. Alors, pour éviter chaque fois de mettre 10 puissance 6, on dit ppm, partie par million. Comme delta est caractéristique de l'environnement de protons, on peut identifier les différents groupes de protons à partir de la valeur de delta. Donc, si on a un composé organique qui contient plusieurs types de protons, chaque catégorie de type de proton va résonner à une fréquence donnée et on peut repérer les différents protons à partir de cette valeur de l'onde. Alors, exemple, delta est une propriété moléculaire qui ne dépend pas de champ magnétique appliqué. On va prendre un exemple. Si on utilise un appareillage de 60 MHz, le chloroforme, qui a la formule suivante, CaCl3, résonne à une fréquence nue de 436,2 Hz par rapport au ETMS. Calculer le déplacement chimique. On va appliquer la formule précédente. Nu de I moins nu de référence sur nu0, la fréquence émise par la bobine émettrice de radiofréquence, le générateur de radiofréquence. Alors ici, nous avons 436,2, c'est la fréquence à laquelle a résonné ce proton-là. On va parler de ce proton, parce qu'il y a un seul proton ici. TMS, c'est 0. Et l'appareillage utilisé, c'est 60 MHz, 70 puissance 6. Donc, 70 puissance 6. Donc, si on fait le rapport, 436 sur 60, on aura 7,27 ppm. On peut repérer que sur l'échelle de delta, que le chloroforme résonne à 7,27 ppm. Voilà un autre exemple. Par exemple, CH3Br. On a trois protons qui sont magnétiquement équivalents. Donc, on aura un seul signal pour les trois protons. Si on prend un champ avec une force de 1,41 Tesla et une radiofréquence de 60 MHz, la position par rapport à la référence, c'est 62. On va faire la même chose que tout à l'heure. 162 moins 0 sur 60. Si on fait ce calcul, 162
moins 0, qui est la TMS, divisé par 70 puissance 6. On aura 2,70 ppm, valeur de Londres, de delta. Si cette fois-ci, on change le champ H, 0, et on travaille avec un champ plus intense, 2,35 Tesla, avec une radiofréquence de 100 MHz. Alors, le même proton, les mêmes types de protons, les trois protons, vont résonner à une fréquence de 270 Hz. Si on fait le calcul, 270 Hz moins 0, la TMS, on va appliquer la formule précédente, la même chose. Sur 110 puissance 6, on aura 2,70 ppm. Conclusion, la valeur de déplacement chimique ne dépend pas de l'intensité de champ appliqué. Il ne dépend que de l'environnement électronique dans lequel il se trouve. Donc c'est ça la conclusion la plus importante. Alors comment on représente ceci? On a ici le TMS et on fait une gradation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça peut aller jusqu'à 15, 14. Alors voilà l'échelle, toute l'échelle de déplacement chimique qui va de 0 à 15 ppm. Alors, dans cette échelle, ici, vous avez toujours la TMS, le tétraméthylsilane, et ici sortent les protons aliphatiques, qui sont saturés, et puis les protons en cétone, les alcools, les aromatiques, les amides, les acides et les anhydrides qui sortent à des champs très faibles. Donc, ces valeurs-là, on les tire d'après les tables. À la fin de cette séquence, je vais vous montrer les types de tables où on peut voir les déplacements chimiques des différents protons rencontrés en chimie organique. On définit aussi une échelle qu'on appelle, alors taux est égal à 10 moins lambda, donc c'est inversé ici. C'est taux, donc on fait abstraction de l'effort, on fait taux, c'est 10 moins lambda. Donc c'est une échelle complémentaire, on parle de taux ou delta. Mais là, généralement, on parle de déplacement chimique noté delta. Alors les facteurs qui influent le déplacement chimique sont les facteurs qui influencent l'environnement électronique. Donc, les facteurs qui influent l'effet électronique, l'environnement électronique, sont en fait deux principaux effets. C'est l'effet inductif et l'effet mésomère. Avant de tamer cette notion-là, on va parler de la terminologie utilisée pour décrire les signaux. Alors, le TMS n'a dit que sur les zéros. Ici, on a les champs forts dans cette zone-là. Et ici, nous avons les champs faibles, c'est-à-dire l'intensité de champ magnétique appliquée pour avoir la résonance. Alors, quand on se déplace de gauche à droite, on va dans le champ, les champs sont croissants, c'est-à-dire on a un écran de blindage. C'est-à-dire, retenez bien ça, quand on va de la gauche vers la droite, vers le TMS, les champs forts. Maintenant, les champs deviennent faibles. C'est l'inverse. Le champ, si on va dans le sens, ici le champ vert, et on va, le champ décroît de droite à gauche. C'est l'inverse de la fréquence. Ici, les fréquences faibles, et ici, des fréquences élevées. Alors, quand on va dans ce sens, vers 2, 1, 0, 1, 2, 3, on dira qu'il y a un effet de blindage. On va expliquer ça. Le blindage, c'est-à-dire qu'il y a un champ fort. Déblindage, un champ faible. Alors, blindage, champ fort, déblindage, champ faible. Si le signal sort à des champs voisins de celui de TMS, à champ fort,
on dit qu'il a un fort effet d'écran. On dit aussi qu'il y a blindage où les protons sont blindés, au signal blindé. Inversement, si le signal a un delta élevé, donc cette zone-là, donc les champs sont faibles et on dit qu'on a un déblindage. Déblindage. Donc il faut se familiariser avec cette terminologie blindage, déblindage, champ fort, champ faible. Donc blindage, ça veut dire champ fort, déblindage, champ faible. Alors les facteurs, comme je dis tout à l'heure, les facteurs qui affectent le déplacement chimique sont les facteurs liés à l'environnement, à l'effet inductif et à l'effet mésomère. Alors l'effet inductif, voilà, on va voir l'effet inductif. Et si nous avons le TMS qui résonne, on prend toujours à zéro, il résonne des champs forts, on l'utilise comme référence. Et on situe les autres protons par rapport à TMS. Par exemple, si je prends ce cas-là avec un aliphatique saturé, et le CH3 sort en général vers 0,90 ppm. Les CH3 sortent à des valeurs autour de 1, 0,90. Alors si je remplace ce carbone-là par un oxygène, on aura un effet inductif moins I. Donc il va affaiblir la densité électronique au niveau de CH3, ils vont sortir à des champs faibles. Donc ils sortent à 3,60 ppm. Examinons le tableau suivant. Vous avez CH3X. Alors à chaque fois, on remplace X, on le remplace ici par H, on le remplace par un iode, on remplace par un brome, puis par un chlore, puis par un fluor. Donc ici, il y a l'effet de l'électronégativité. Alors l'électronégativité croît en allant dans ce sens. Alors si je prends CH3H, c'est CH4, c'est le méthane. Il résonne, nous avons 4 protons magnétiquement équivalents, alors ils sortent à 2,1 ppm. Ils sortent à 0,23 et l'électronégativité ici c'est 2,1. Excusez-moi, ici c'est l'échelle d'électronégativité et ici c'est l'échelle de déplacement chimique. Alors l'électronégativité c'est de 1, ici c'est 2,5, 2,8, 3,1, 4. Donc le fluor étant l'élément le plus électronégatif. Si on revient au tableau périodique, alors quand le fluor est le plus électronégatif, donc le chlore est moins électronégatif que le fluor, moins électronégatif que le brome, etc. Donc ici, l'électronégativité augmente, mais le déplacement chimique croît. Donc on voit des champs forts vers les champs faibles. On a dit que les faibles valeurs de delta sont dans les champs forts et les faibles valeurs de delta sont dans les champs faibles. Donc il y a l'effet inductif pompe les électrons, il y a un déplacement des électrons vers l'élément le plus électronégatif et donc l'échelle de H décroît pour faire résonner ces protons-là. Donc ça, c'est la première des choses importantes. Donc l'effet inductif moins I provoque un déblindage, c'est-à-dire un déplacement vers les champs faibles. Ici, alors l'effet inductif moins I provoque un déblindage, c'est-à-dire un déplacement vers les champs faibles. On peut dire aussi quand l'électronégativité croît, delta croît. Alors quand l'électronégativité croît, le déplacement chimique croît. On assiste à un déplacement vers les champs faibles. Alors quand delta croît, on va vers les champs faibles. Alors je continue. Maintenant, on va parler de l'effet inductif plus I. Alors plus I, nous avons CH3X. Dans un premier, on va toujours raisonner par rapport à OH, mais on va augmenter la chaîne. Alors, quand on augmente la chaîne hydrocarbonée,
on augmente l'effet plus I. Donc ici, avec CH3OH, on a un déplacement chimique de 3,47. Si on incrémente avec un groupement méthylène, on aura CH3, CH2OH. On aura un 22. Et si on ajoute un autre méthylène, on aura 0,88. Alors plus la chaîne devient longue, plus on va vers les champs les plus forts et on assiste à un blindage. Ici, c'est la molécule de méthanol, ici, c'est la molécule de l'éthanol, et ici, c'est la molécule de propanol. Alors, on raisonne toujours par rapport à CH3. Ici, parce qu'il y a d'autres types de protons, mais on raisonne ni sur CH2 ni sur OH. On raisonne sur la partie bleue, c'est-à-dire au départ, le groupement méthyle était très proche de l'oxygène, donc il y a un effet de, de, de proximité qui change entre les différentes molécules. Et si on s'éloigne du groupement H, donc l'effet inductif devient moins important. Donc il sort à 0,2. L'effet plus I provoque un blindage, déplacement vers les champs forts. Il est aussi connu que l'effet inductif diminue avec le nombre de liaisons. Alors il y a une règle empirique sur l'addition. On peut calculer d'une manière approximative le déplacement chimique des groupements méthylènes. Si vous avez deux substituants X, Y, on peut relever sur certaines tables les incrémentations des valeurs de Y et de X. Et on part comme au départ, on suppose que X égale Y égale H, c'est la valeur de base, on l'attribue au déplacement de groupement CH4, plus le déplacement sigma X plus sigma Y, ces valeurs sont tirées de table. Alors la valeur de CH4, c'est 0,23 ppm. Alors exemple, je ne sais pas, j'ai pas mis l'exemple ici, voilà, j'ai raté, donc j'ai pas la molécule ici, mais en général, on prend la valeur 0,23, la valeur de base, plus 1,85, plus 3,13 est égal à 5,21. L'observé, c'est 5,10. Je pense que c'est l'acétate d'éthyle, ça c'est pour l'acétate d'éthyle. Ça c'est pour l'acétate d'éthyle ou l'acétate de butyle. On va refaire cet exercice dans les séances de travaux dirigés. Alors ici, bon, je vais vous montrer des tables, comment on utilise ces valeurs. Alors, retenez bien que pour toutes les molécules, si on a un CH2, on peut le calculer, son déplacement chimique, via cette relation. Alors, la deuxième chose la plus importante, c'est les cas des enchaînements insaturés. Et donc, s'il y a une présence d'une double liaison ou une triple liaison, il affecte le déplacement chimique. Les déplacements chimiques des protons sont modifiés par la nature des groupements fonctionnels qui sont à leur proximité. Alors ici, par exemple, dans la molécule d'éthylène, on a ici des orbitales pi. Donc il y a des électrons qui circulent à l'intérieur. Alors ces électrons, lorsqu'ils circulent, ils décrivent une boucle. Alors donc quand on a un circuit fermé, cyclique, il y a création d'un champ local magnétique Hb qui va s'opposer au champ appliqué, au champ H appliqué.
Alors, quand il y a un champ magnétique local, il y a création des lignes de champ. Ces lignes de champ vont être courbées et du fait de la circulation des électrons, ils vont créer une cône de blindage avec une concavité soit positive, soit négative. Donc, je ne rentre pas beaucoup dans le détail de ces phénomènes d'anisotropie magnétique. L'essentiel que c'est les protons ici, ils sont sous l'influence de ce champ magnétique créé par la circulation des électrons dans les différents types de d'insaturation qu'on a sur une molécule. Il y a des protons parfois qui rentrent dans ce camp de blindage et parfois des protons qui sortent de camp de blindage. Pour les groupements éthyléniques, ils sont sous l'effet de ce camp de blindage et par conséquent ils sortent à des champs faibles, relativement faibles, et résonnent à des déplacements chimiques de l'ordre de 5 ppm. L'effet d'avantage observé dans le cas de la molécule de benzène, on a 6 noyaux aromatiques, 6 protons aromatiques. Donc ici, vous avez une circulation électronique dans le noyau aromatique. Bon, il y a création d'une cône de blindage de ce genre-là. Alors, les protons se trouvent sous l'influence de ce champ local et donc il faut fournir beaucoup plus, il faut une fréquence élevée pour faire résonner ces protons-là. Donc, par conséquent, ils sortent à des champs faibles de l'ordre de 7,2 ppm. Même chose pour la molécule de l'acétylène. Cette fois-ci, les protons acétyléniques se trouvent dans le cône de déblindage. Et donc, il y a un champ fort, donc ça nécessite, et ils sortent à des déplacements chimiques de l'ordre de 2,7 ppm. Alors, cette notion d'anisotropie, chaque fois qu'il y a des doubles liaisons, des triples liaisons, il y a ce phénomène-là. Voilà le cône de blindage dans le cas de la molécule d'éthylène. Sous l'action de champ H0, les électrons vont se mettre en mouvement et créeront un champ local HL qui s'oppose à H0. Les protons éthyléniques résonnent à des déplacements chimiques compris entre 4,5 et 6 ppm. Alors voilà des exemples de molécules éthyléniques. Alors si je prends l'éthylène, ils sortent à 5,9 ppm. Si on substitue un proton H par un groupement CO CH3, alors les déplacements chimiques des protons passent à des champs faibles 6,52, 6,11. Donc ce groupement-là a un effet attracteur, donc il va faire déplacer les déplacements chimiques vers des faibles valeurs. Donc c'est ça l'intérêt de l'ARMN et on peut distinguer entre les différentes structures grâce à l'étude de ces déplacements chimiques qui nous donnent une idée sur la configuration de la molécule. Alors pour les chaînes telles que l'éthylène, on a aussi une formule empirique qui s'appelle la règle de Pascal et qui est de cette façon. Delta est égal à 5,28, c'est une valeur de base, plus le Z-gem ou sigma-gem, c'est-à-dire la contribution de ce substituant qui se trouve à la position gem. Donc voilà le proton étudié, c'est celui-là. Cette position gem s'appelle gem, celle-là s'appelle trans parce qu'il est par rapport trans, et ça c'est 6. Alors qu'est-ce qu'on fait pour calculer le déplacement approximatif de ce proton-là?
La valeur de base, c'est 5,28, elle est toujours constante, plus on tire ces valeurs des tables, c'est-à-dire l'incrémentation de ce substituant qui se trouve en position GEM, plus la contribution, l'incrémentation de ce substituant qui se trouve en position trans, plus l'incrémentation de ce substituant qui se trouve en position 6. Alors ces valeurs sont tirées des tables, on va les mettre à votre disposition, ils sont autorisés le jour de contrôle. Alors ici on dit delta de, si on prend cet exemple-là, alors delta de ce proton-là, on met 5,28 plus l'incrémentation de ce groupement-là, qui est 0,56. Les autres n'ont pas de contribution, c'est 0,0. Alors, d'après le calcul, on a 5,84. Expérimentalement, on a 5,82. Donc, c'est une façon d'estimer le déplacement chimique et pour vérifier parfois si la formule proposée est juste ou qui est différente on peut avoir une idée sur les formules proposées. Maintenant, on va calculer le déplacement chimique de proton numéro 2. Toujours 5,28, mais cette fois-ci, c'est ZGEM, c'est sigma GEM, il est en position GEM par rapport à celui-là. Donc, lorsque vous aurez les tables, il faut voir la position de ce substituant par rapport au proton étudié. Donc 5,28 plus 0,84, ça donne 6,12. On observe expérimentalement 6,14 ppm. Il nous reste un cas, c'est le dernier, c'est ce proton en position 3, proton 3. Alors c'est toujours la valeur de base 5,28. Maintenant, celui-là se trouve en position 6. Donc son incrémentation change. Il a 1,15, on aura 6,43. Observez 6,42. Donc, cette formule permet de vérifier sur un spectre RMN les résultats expérimentaux avec les résultats théoriques. Même chose dans le cas des triples liaisons, on avait dit que ces protons se trouvent dans le cône de blindage, ils sortent à des champs forts entre 2,5 et 3 ppr. Il n'existe pas de relation empirique pour ces types de composés-là. On n'a pas de relation empirique. Par contre, pour les noyaux aromatiques, donc on va expliquer ce qui s'est passé pour expliquer le déblindage des protons. Les 6 électrons pi de noyaux aromatiques sont animés d'un mouvement perpendiculaire H0, comme dans le cas d'une spire. La spire en électricité, au magnétisme, ce courant de cycle va créer un champ local HL qui va s'opposer, qui a tendance à faire augmenter H0. Donc, ils subissent en conséquence un effet paramagnétique ou déblindage, c'est-à-dire que ces protons-là vont sortir à des champs faibles. Donc, ils résonnent entre 7 et 8 ppm. Les protons de noyaux aromatiques résonnent à 7 et 8 ppm. Alors ici, on a un exemple de blindage et de déblindage. Lorsque la molécule de benzène, le benzène seul, il sort à 7,17, si on substitue un proton par une amine, NH2, dans ce cas on obtient l'aniline, alors on va assister à un déplacement vers les champs forts. C'est-à-dire ils sortent à droite de benzène. C'est-à-dire il y a un effet, on dit il y a un effet de blindage si le groupement est électrodonneur. Si de l'autre côté on substitue un hydrogène par le groupement nitro, on aura l'initrobenzène et en ce moment-là on va assister à un déblindage.
on va assister à un déblindage. Alors les protons, les groupements électrodonneurs provoquent un blindage, les groupements électroattracteurs provoquent un déblindage. Alors ici, on va vous expliquer ça parce que bon, les groupements en protons en ortho sont les plus affectés et les protons en méta sont les moins affectés. Alors, on va voir ici l'effet de résonance. Ici, nous avons NH2, l'effet de mésomérie. Bon, il ne faut pas mésomérie, résonance, c'est la même chose du point de vue organique. Ici, nous avons un groupement NH2 qui est donneur. Donc, si on explicite les différentes formules mésomères, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste ici à une charge négative, c'est-à-dire renforcement de la densité électronique au niveau des sites ortho et para. Vous avez ici, lorsqu'on fait les formules mésomères, on a la charge négative qui paraît en ortho et en para. Pardon, oui. En ortho pour les deux et en para. Ça veut dire que la densité électronique devient très forte dans cette zone-là. Donc, les groupements électrodonneurs provoquent un blindage. Les protons en ortho sont les plus affectés et en para. Les protons en méta sont les moins affectés. La position méta, c'est la position 1,3. La position ortho, c'est la position 1,2. La position 1,3, c'est la position méta. La position 1,4, c'est le para. Donc, on fait appel à la chimie organique, à la mésomérie pour expliquer certains effets sur les noyaux aromatiques. Alors, dans le cas d'un groupement attracteur, c'est l'inverse. Le groupement électroattracteur provoque un déblindage, c'est-à-dire on va vers les champs faibles. Alors, si on examine, alors les effets attracteurs -1, -m déplacent les protons en ortho et para vers les champs faibles et les protons en méta vers les champs forts. Ceci s'explique en explicitant correctement les formules mésomères. Alors voilà, si on écrit toutes les formules mésomères de nitrobenzène qui est attracteur par effet -m, on va assister à une déficience électronique au niveau ortho et para. Et par conséquent, il y aura un effet sur le blindage. L'effet attracteur -m-i déplace les protons en ortho et para vers les champs faibles et les protons méta vers les champs forts. Parce que la position méta n'est pas affectée et donc par conséquent elle résonne à des champs forts. Voilà un petit peu l'effet mésomérie et l'effet inductif qui influent beaucoup sur le déplacement chimique. Alors on peut calculer de la même façon, comme tout à l'heure, on peut calculer de la même façon le déplacement chimique en appliquant cette règle-là, 7,27 plus sigma di. 7,27 c'est une valeur de base et on fait la sommation des incréments sur les positions ortho, para, méta, etc. Donc ce sont des valeurs tirées qu'on tire des tables. Donc pour les noyaux aromatiques, on peut calculer approximativement les valeurs de déplacement des différents protons en utilisant cette formule. Sigma i, c'est l'incrémentation sur des différents substituants se trouvant sur le noyau aromatique. Maintenant qu'on a vu l'effet inductif et l'effet mésomère, il y a aussi le solvant qui a un effet sur les déplacements chimiques. Alors, le solvant joue un rôle important dans les déplacements chimiques, surtout pour les protons labiles. Les protons labiles, par exemple, si on prend l'acétylène, voilà, je vous remonte la formule de l'acétylène, je l'ai pas. Voilà, c'est l'acétylène ici.
vous avez ces protons-là qui sont très acides, qui peuvent être facilement libérés. Alors ici, on peut mettre par exemple un groupement R et on va raisonner uniquement sur ce proton-là. Alors, il est très sensible au solvant. Alors, si on le fait pur, alors on aura 3 ppm. Si on délie le produit dans le benzène, ici c'est C6H6 majuscule, alors le solvant, le C6H6, c'est un solvant apolaire parce qu'il y a de l'asymétrie, même si on a une double liaison, mais ça reste un solvant apolaire parce qu'il sort à 2,75 ppm. Si on fait la dilution dans le dioxane, on aura un déplacement de 3,5. Si on met dans l'acétone, 3,60. Si on met dans le diméthylformamide, 4,35. Donc, le solvant a un effet important sur le déplacement chimique des protons labiles, les protons qui sont très mobiles. Donc, le solvant a un effet très important. On assiste à un glissement de delta. Alors, ceci est très important dans les études spectrales. Parfois, si on a un hydrogène mobile dans la molécule, donc il suffit de voir changer le solvant, on voit les variations qui s'effectuent sur le spectre pour déduire s'il y a des protons mobiles ou non. Alors, une autre chose très importante, c'est la liaison hydrogène. Je pense que c'est CABC. C'est la liaison, ici, on parle de liaison hydrogène. Vous savez que les molécules qui contiennent un OH ou un NH ou un SH, il y a l'effet de liaison hydrogène. Il y a deux types de liaison hydrogène, intermoléculaire et intramoléculaire. Intermoléculaire, c'est-à-dire entre deux molécules, et intramoléculaire au sein de la même molécule. Et donc, on peut voir si cette liaison hydrogène est inter ou intramoléculaire. On peut faire des dilutions et voir si ce proton, le signal change ou ne change pas. Proton du groupement H, pardon, apportant du groupement NH, OH et SH, important effet de concentration et de température delta. Par changement de la concentration, C delta diminue avec la dilution pour les liaisons hydrogènes. Si on pas de changement de concentration, par changement de la concentration, delta diminue avec la dilution pour des liaisons hydrogènes intermoléculaires. Delta pratiquement non affecté pour des liaisons hydrogènes intramoléculaires. Alors comment peut-on, autrement, je vais le dire autrement, comment peut-on distinguer entre une liaison hydrogène intermoléculaire ou intramoléculaire? Si le delta, le déplacement chimique, varie en fonction de la dilution, ça veut dire qu'on a une liaison hydrogène intermoléculaire entre deux molécules. Si le déplacement chimique ne varie pas, en fonction de la dilution, on aura une liaison hydrogène intramoléculaire, c'est-à-dire à l'intérieur de la molécule. Alors, par conséquent, l'effet de la température, si on modifie la température, on aura modification de signal, et quelle que soit la nature de cette liaison hydrogène intramoléculaire ou intermoléculaire, il va automatiquement subir une variation de déplacement chimique en fonction de la température. Alors, il y a aussi les questions des hydrogènes mobiles, labiles, ou labiles. Lorsqu'on aura OH ou NH, etc., on peut voir si ces protons ont un caractère acide ou non. Donc, pour voir ceci, on fait une dilution dans le lourd et on agite. Et si l'hydrogène
est mobile, son signal va disparaître parce qu'il va se substituer par le deutérium. Et le deutérium ne donne pas de signal en élément. Alors, on peut distinguer s'il s'agit d'un proton labile ou non labile en faisant une dilution dans l'eau lourde. Si le signal disparaît, ça veut dire que nous avons un hydrogène labile, mobile. Alors c'est ça le rôle de... Alors, pour les tables elles-mêmes des déplacements chimiques, alors on va mettre à votre disposition des tables pour repérer, pour repérer les différents protons. Alors généralement les CH alcanes, ils sont situés dans cette zone entre 0,5 et 1,7 ppm. Les acétyléniques entre 2 et 3, les éthyléniques entre 3 et 4, ainsi que le dérivé halogéné, les alcènes, alors qu'est-ce que j'ai? Les alcènes plutôt, les alcènes, ici c'est le groupement méthylène, excusez-moi, c'est les groupements méthylène qui sortent et les dérivés halogénés qui sortent dans cette zone. Les alcènes sortent entre 4,5 et 5,8, les groupements éthyléniques. Ici, nous avons les protons aromatiques. Et dans l'échelle, on va au-delà de 9. Alors, les aldéhydes, ils sortent entre 9 et 10. Alors, les acides carboxyliques sortent dans la région de vers les 12 ppm. Alors, voilà, je vais vous montrer voilà les tables qu'on utilise. Voilà les tables. On peut lire facilement les déplacements chimiques. Par exemple, si on a dans la molécule CH3, C, etc. Alors les CH3, ils sortent à 0,9 ppm. Si on a un CH3 lié à un groupement tel que NH2 ou NR2, ils sortent à 1,15 ppm. Si on a un CH3 lié à un carbone lié à un cycle aromatique, ils sortent à 1,15, 25, etc. Ici, pour les groupements méthylènes, on peut avoir les déplacements chimiques. S'il y a un carbone, il sort à 1,3. S'il y a un aromatique, il sort à 1,6. S'il y a un groupement OH ou R, il sort à 1,8, etc. Quand on a la molécule, on l'examine. Ça, c'est pour les protons CH. Alors, de type AX3, donc, s'il y a un seul, il sort 1,5, c'est-à-dire lié à des groupements saturés. S'il y a du chlore, il est déblindé à 1,6. Donc ici, nous avons des tables, plusieurs types de tables qui sont utilisées. Voilà un autre type de table, c'est la même. Alors je mets, voilà un autre type de table en anglais. Donc on trouve les tables et on aura l'occasion de les utiliser. Voilà, par exemple, pour les aldéhydes, RCHO, ils sortent entre 9,4 et 10. Pour les aldéhydes aromatiques, ils sortent à 9,7, 10,5. Pour le groupement acétylénique, ils sortent à 1,8, 3,1. Donc, on aura ces tables à notre disposition. Voilà, par exemple, pour la relation que on vous a donnée dans le cours. On peut calculer les déplacements chimiques. Ça dépend qu'est-ce qu'on va mettre dans la position 6, la position 30 et la position GEM. Donc, en fonction, on a plusieurs substituants là, et en fonction de leur position, on peut incrémenter cette formule-là et faire un calcul approximatif. Il y a aussi même un truc pour la règle de Chollery. Voilà la règle de Chollery. Je ne sais pas si c'est celle-là. Donc, on va vous donner ces tables pour faire les calculs.
Alors, je ne sais pas pour la Guildchaulerie, j'ai un exemple ici. On va mettre à vos dispositions ces tables-là. Et donc, on va faire des exercices en TD. Donc, sur ce, je termine cette séquence et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions.